Bien, bonsoir à toutes et à tous. L'ouverture d'une nouvelle saison des Mardis de l'égalité est toujours un réel plaisir, mais cette année, je pense que ce moment a une saveur bien particulière. C'est celle de la possibilité de se retrouver dans ce tambour, certes en jauge réduite, mais tout de même réunis dans ce lieu pour une première rencontre. Merci de votre présence dans ces circonstances si particulières. Elle nous est précieuse. Le temps du confinement a confirmé l'urgence et la nécessité d'agir en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi de lutter contre toutes les formes de discrimination. Et en la matière, les sujets sont nombreux, au-delà de la seule égalité professionnelle. La présence parmi nous ce soir du président de l'Université Rennes 2, Olivier David, atteste l'engagement renouvelé de l'établissement dans la lutte en matière de discrimination et de violences sexuelles et sexistes. Cette année, des situations aussi diverses que le rapport aux soins santé, les violences gynécologiques, le rapport au corps, la grossophobie, l'éducation des enfants, leur lecture, ou bien encore un sujet moins évident comme le rapport à l'argent, toutes ces questions vont être au programme. L'objectif de ces rencontres mensuelles est bien d'informer, de faire prendre conscience pour susciter des débuts d'action, pour faire évoluer nos mentalités et responsabiliser chacun et chacune d'entre nous, car au-delà des contextes féminins, ce sont bien les relations entre les uns, les unes et les autres dont il sera question. Le prisme du genre ne prenant tout son sens que dans la mosaïque des discriminations sociales et sociétales. Cette année encore, l'entreprise est conjointement menée avec le service culturel, Sarah Dessin, sa directrice, et son équipe. La retransmission sur le site de Mazières à Saint-Brieuc, ainsi que l'organisation ici au Tempour, est assurée grâce au CREA et je remercie Christian Alliot et son service pour leur engagement sans faille. Ces enregistrements vous permettent aussi de retrouver sur l'ERDU les conférences des années passées et aussi peut-être celles auxquelles vous ne pourrez assister cette année. Merci aussi à Jean-Christophe Le Borgne et Angèle Beaulieu, qui assurent la traduction en direct en langue des signes française. C'est une tâche rude et l'improvisation nécessaire fait qu'on peut chaleureusement les remercier. Merci, j'en profite aujourd'hui tout particulièrement. Cette première rencontre réunit pour une table ronde Hélène Jaillet, artiste photographe, dont vous pourrez voir l'exposition Colored Only Chin-Up à la Chambre Claire entre mars et mai 2021, et Stéphane Eas, sociologue du sport et directeur de la revue L'Apologie, pour des échanges qui seront modérés par Sarah Ansari, chargée de mission égalité et diversité culturelle à la ville de Rennes et à Rennes Métropole. Il nous a semblé que le travail d'Hélène Jaillet trouvait aussi des échos dans la démarche de sociologue du corps, de la peau en particulier, de Stéphane Eas, enseignant-chercheur à Rennes 2, et auteur d'une déclaration qui m'a semblé tomber pile poil. Je le cite. « Les cheveux et les poils sont et demeurent des acteurs sociaux et politiques. Leur importance ne fait plus de doute. Pour ces raisons et d'autres encore, nous avons souhaité les réunir autour d'une table et les faire dialoguer. À partir du travail d'Hélène Jaillet autour de l'adoption des images du cheveu noir dans tous ses états, obtenus dans son studio itinérant, et des travaux de Stéphane Eas sur la peau et le poil, les échanges devraient être riches et nous donner l'occasion de repenser nos approches sur des questions aussi fondamentales que l'identité et la conquête de l'estime de soi. Je passe donc le relais à Sarah Ansari, tout en vous souhaitant une excellente soirée. Merci encore de votre présence. Bonsoir. Merci à toutes et tous d'être au rendez-vous dans ce contexte si particulier.
Alors, je suis vraiment très contente d'animer ce dialogue entre Hélène Jaillet et Stéphanéas. Et j'en profite au passage pour remercier Sarah Dessin du service culturel de Rennes 2 pour son invitation et sa confiance. Alors, quelques mots pour vous dire comment va se dérouler la soirée. Alors, on a prévu 1 heure d'échange et de dialogue autour du travail d'Hélène Jaillet. Puis ensuite, on gardera 1 demi-heure pour qu'il puisse y avoir des échanges avec vous, que vous puissiez poser des questions à Hélène Jaillet, réagir à ce qui aura pu émerger, ce qui aura pu vous titiller, vous questionner, ce qui aura pu résonner en vous aussi, donc pendant cette heure de discussion. Alors, je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet et que l'on fasse les présentations d'usage. Donc, Hélène, je vous laisse vous présenter d'abord. Merci, Sarah. Bonsoir tout le monde, bienvenue. J'espère que tout ce qu'on va dire va vous interpeller, vous intéresser, vous questionner. Je suis issue d'une famille de 5 enfants adoptés de toutes les origines diverses et variées qui peuvent exister sur la planète. Donc j'ai grandi dans une universalité dès mon plus jeune âge et je pense que c'est ce qui m'a permis de me questionner sur les relations des hommes et des femmes entre eux et de manière générale sur où on en était avec notre humanité. Mais cette histoire d'adoption a aussi fait que j'ai été coupée un petit peu de mes racines et que j'avais ce besoin de comprendre, de connaître d'où je venais en partie. Et ce qui m'a intéressée à travers ce projet, c'est de partir à la conquête de mon propre challenge capillaire. J'ai porté les cheveux courts toute mon enfance, presque toute mon adolescence. J'ai fait des tentatives infructueuses au Pays Basque, des salons afro à l'époque, parce que je ne suis pas toute jeune non plus. Il n'y en avait pas. Donc j'ai toujours rêvé d'avoir une afro comme Angela Davis, mais sans méthode, sans routine capillaire, c'était quasiment impossible. Et puis avoir des belles tresses, c'était pareil, c'était un espèce de fantasme. Voilà, c'est venu très très tard. Voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai plongé dans la question en fait. Le cheveu était vraiment quelque chose d'important pour moi personnellement, et puis en enquêtant, en cherchant, en lisant, j'ai tiré le fil et évidemment cette question nous amène très très vite à la vision du corps noir, à la façon dont on en parle, à la violence quotidienne qu'on peut subir les uns les autres, quel que soit qu'on soit noir, gay, femme, voilà, j'en passe. Je pense que là on va parler du corps noir, mais ça va plus loin que ça en fait. C'est pour vraiment questionner pourquoi est-ce que quand on est différent, ça pose un problème en fait, alors que pour moi c'est une richesse de rencontrer quelqu'un de différent. C'est ce que j'apprends dans mon métier de photographe essentiellement, même si je suis en train de m'éloigner de cette pratique. J'ai la chance dans ce métier de rencontrer plein de gens différents que je ne rencontrerais pas si j'avais une vie classique. Je peux passer le matin faire un portrait d'un rugbyman et puis le soir rencontrer Francis Allais pour un portrait. C'est un spécialiste, un botaniste. Enfin, vous voyez, c'est ces grands écarts qui sont le plaisir de ce métier. Voilà, en gros, un petit peu mon... Tu veux que je raconte plus ma bio, tout ça? Oh. On va peut-être donner la parole à Stéphanéas pour qu'il puisse se présenter, puis ensuite... Merci Hélène, merci de m'inviter encore une fois. Donc oui, effectivement, je me suis intéressé à la question des poils il y a pas mal de temps. Je suis un sociologue du corps, ça existe. Il y a des psychologues du corps et sociologues du corps. Et la question des poils est intervenue, je me rappelle très bien, à un colloque à Brest. Il y a eu un ouvrage d'ailleurs avec mon collègue et maintenant ami Bertrand Lançon, qui maintenant n'est plus à Brest. Et donc il m'avait montré, c'est un spécialiste de l'Antiquité, il m'avait montré l'intérêt de l'interrogation de la coiffure des empereurs ou des impératrices, etc. Et donc il était passionné par ça. Et je me suis intéressé par l'intermédiaire d'un étudiant, c'est souvent le cas, hein, c'est les étudiants qui nous incitent à nous intéresser, par exemple à la question des tatouages.
Et j'ai rencontré des dermatologues qui ont trouvé intéressant que des sciences humaines et sociales s'intéressent enfin à la peau et aux poils. Et avec un collègue qui s'appelle Laurent Misery, chef de service au CHU de Brest, on a créé il y a maintenant longtemps, en 2006, une société savante qui s'appelle la Société française en sciences humaines sur la peau. Et donc on organisait des journées comme ça, une fois par an, alternativement à Paris ou à Lyon. Et donc on a écrit, coécrit des ouvrages, variations sur la peau et tout. Progressivement, est venue l'idée de créer une revue qui s'appelle l'apologie, c'est un jeu de mots, bien sûr, apologie. On ne fait absolument pas l'apologie de la peau, mais en tous les cas, on essaie de montrer la variété des approches disciplinaires de l'anthropologie en allant jusqu'à la toxicologie et en passant par toutes les sciences humaines et sociales, mais aussi les sciences dures. Mais en privilégiant d'abord les sciences humaines et sociales. Et donc c'est vrai que j'avais couplé ça avec un travail sur les publicités sportives, publicités qui étaient soit pour vendre un bien et un service sportif, et qui donc utilisaient parfois des images sportives, mais pas tout le temps. Et donc j'avais été frappé par deux choses. La subordination des femmes, c'est-à-dire que les femmes dans les publicités sportives ont un rôle moindre, sont au second plan, sont moins actives. Et surtout, ce qui m'avait choqué, c'est qu'elles avaient forcément les cheveux attachés quand il y avait un homme. Alors je m'étais posé la question, pourquoi ils s'attachent les cheveux? Alors bien sûr, il y a des raisons sportives pour le mouvement, mais pas simplement. On se rend compte en fait que si elles avaient les cheveux détachés, ça voudrait évoquer autre chose, une liberté sexuelle. Ça, c'était le premier élément. Et deuxième élément, c'était le blanchiment de la peau des Noirs. C'est-à-dire que c'est les publicités où il y a des Noirs, je pense par exemple aux publicités sur l'athlétisme ou sur la NBA, eh bien les Noirs étaient moins noirs qu'ils ne sont réellement. C'est-à-dire qu'il y avait un éclaircissement à l'époque, il n'y avait pas Photoshop, parce que c'était il y a plusieurs années, mais donc il y avait une sorte d'euphémisation de l'apparence noire de la peau. Et donc ça m'avait interrogé. Donc voilà un petit peu mes portes d'entrée principales pour ne pas faire plus long. Merci. Je vais rebondir. J'ai rencontré une chercheuse de l'Université de Caroline du Nord où ils sont très portés sur la question noire et qui nous a montré des journaux de l'époque, un boxeur noir français qui avait gagné des matchs aux États-Unis. Et en fait, à contrario, à l'époque, tout était en noir et blanc. Et en fait, il est encore plus noir qu'il n'est. Et du coup, ça donne aussi un aspect... c'est assez violent. Donc c'est intéressant comment, entre les époques, les images reproduites n'ont pas le même résultat. Merci à tous les deux pour vos présentations déjà assez denses. Donc je me permettrai parfois de surveiller la montre, et je sais que Sarah aussi va faire la gardienne du temps dans la salle. Comme on a 1 heure, on veut vraiment laisser du temps pour qu'il puisse y avoir des échanges avec la salle. Donc Hélène Jaillet, j'ai commencé par vous poser une première question. Qu'est-ce qui vous a amené aussi à la photographie? Parce que la question des images est très présente, et voilà. Ouais. Comment... La photo, c'est venu très tôt, puisque le labo de mes parents, le labo argentique évidemment, c'était ma chambre de bébé. Donc on peut dire que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et puis ils nous ont laissé très jeunes, très tôt, venir avec eux, expérimenter, etc. Donc moi, je suis la plus jeune de la fratrie. Et j'étais toujours la première au bac du révélateur, c'est qui est le plus intéressant dans un labo. Donc voilà, je pouvais pousser mes frères et sœurs sans problème dans l'escalier pour avoir cette place-là. Ça m'a toujours fascinée en fait. Et puis étrangement, mes parents adoptifs sont passionnés de photos et de caméras, de Super 8, etc. Et m'ont toujours laissé. Enfin voilà, je pense que ça a développé une curiosité pour l'image. Ma chambre, c'était un pêle-mêle d'images en tout genre. C'était un peu fou quand j'y repense, d'avoir toutes ces images tout le temps. Mais voilà, ça s'explique pas. Quelqu'un qui n'est pas ton parent biologique te transmet quand même quelque chose. Je trouve ça assez beau. Voilà, ils sont assez fiers. D'accord, merci. Alors, concernant la genèse de ton projet, c'est vrai que pour préparer cette rencontre, j'ai eu l'occasion d'échanger en amont avec Hélène, et vous avez évoqué le fait que ce projet était bien plus qu'un projet autour de la célébration du cheveu afro.
moi, j'y ai vu un prétexte capillaire un peu à, si je puis dire, à rendre visible, à susciter le questionnement. Tiré par les cheveux. Si on veut, sur ce qui structure vraiment les représentations, les regards et aussi les postures vis-à-vis des personnes noires en France. Et en même temps, j'y ai vu aussi une fascination profonde que vous avez par rapport aux cheveux, dans ce que ça peut dire du rapport à soi et au monde, mais aussi à la beauté, à la créativité. Donc j'aimerais bien vous entendre un petit peu là-dessus. C'est une très longue question en fait. Alors moi, j'ai jamais été à l'université, alors que j'ai un petit classeur, j'ai tout écrit. Vous m'excuserez de lire un peu, mais sur un sujet comme ça, je peux pas me permettre de dire n'importe quoi et n'importe comment. Donc je vais m'appuyer sur sur mes recherches en fait. Mais pour répondre à ta question, je pense que le fait que j'étais toujours dans cette quête et d'être différente dans mon village, d'avoir personne à qui tu ressembles, d'avoir personne qui a la même texture de cheveux que toi, d'avoir des parents qui sont un peu paniqués, en fait, se dire bon, mais on sait pas quoi faire, quoi. Que ça a développé cette curiosité et c'était vraiment une soif, en fait, d'apprendre comment on... Ouais, et je pense que ma féminité aussi s'est développée aussi très tard en fait. Mon côté féminin, justement, le fait d'avoir les cheveux courts et de pas finalement me développer comme les autres jeunes femmes autour de moi. Je pense que ça a joué beaucoup en fait de pas avoir cette chevelure maîtrisée. Je pense que c'est un signe distinctif qu'on utilise dès la première fois. Par exemple, si je dois décrire Stéphane, je vais dire il est poivre et sel avec les cheveux assez longs, il a des lunettes, une barbichette. Voilà, tu vois qui c'est. Tout de suite, voilà, c'est quand même un vecteur d'identité qui est voilà, elle est blonde aux yeux bleus. C'est quelque chose qu'on dit tout de suite en fait. Et puis les cheveux, comme tout le reste de notre corps, enregistrent tous les stigmates de génération en génération. Donc on sait très bien, par exemple, que les Rastas veulent pas couper leurs cheveux pour des raisons très spécifiques que je vais pas développer là, parce que sinon on en a pour longtemps. Mais voilà un petit peu comment j'ai plongé là-dedans, en fait. D'accord. Et vous m'aviez parlé aussi, alors Stéphane, faut pas hésiter à réagir parce que du coup c'est voilà. Donc là, vous m'avez beaucoup parlé d'aliénation capillaire. Ah oui. Et que c'était un sujet qui vous tenait à cœur aussi de partager avec nous. Est-ce que vous pouvez, voilà, qu'est-ce que vous mettez derrière cette notion d'aliénation capillaire et qui est quand même aussi un peu au cœur de votre projet photographique? Alors c'est un terme que j'ai entendu une fois et qui m'a vraiment frappée, qui m'a beaucoup questionnée. Et je trouve qu'il est très juste, en fait, en ce sens que c'est vraiment sur 400 ans, en fait, que cette violence capillaire, cette violence physique sur le corps noir, progressivement a eu lieu. Donc, pour faire court, un peu d'histoire, je dis 400 ans, c'est, on va dire, en gros, la période de l'esclavage. Et le Code noir, il a été écrit en 1685 par notre ami Colbert, que tu peux montrer la tête si tu veux. Voilà, salut, je te remercie pas. Sous Louis XIV. Et donc, il servait vraiment à codifier les relations entre maîtres et esclaves dans les colonies. Et en fait, il y a plusieurs chapitres comment dire, c'est un manuel juridique pour les relations entre eux. Et le Code noir commence par ceci. Le Code définit l'esclave comme un bien meuble et non comme une chose ou un animal. Un bien meuble signifie qu'il peut être vendu, acheté, loué ou prêté. Donc là, on part toujours du corps d'un esclave noir. Dans ce code, il y a plusieurs articles. Donc il y a 11 articles sur la religion, 6 articles de la nourriture, du vêtement et de la conservation des esclaves, 6 articles sur la police, 16 articles sur les crimes et les peines et châtiments, 3 articles des témoignages et des donations et de succession des esclaves, 6 articles sur la saisie des esclaves et de leur qualité mobilière, et 4 articles sur la liberté accordée aux esclaves. Vous voyez, rien qu'avec les chiffres, déjà, on se rend compte que dans le code, les articles les plus importants sont les articles répressifs. Donc voilà, ça donne déjà le ton.
Et en Afrique, socialement, en fait, il y a quelque chose qui est important de comprendre. Ça peut nous montrer quelques images. On pouvait déterminer à l'époque, à partir d'une coiffure, le statut social d'une personne, son âge, son statut marital, sa richesse, sa fertilité, sa virilité et aussi parfois sa religion. Donc c'est quand même pas rien. Tout ça était très 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 codifié. Les vanilles, les tresses, le fil de laine, la boue, l'argile, etc. Ça servait à réaliser toutes ces coiffures quand même qui sont assez dingues, moi je trouve. Que moi ça me fascine personnellement, mais et ça prenait des heures et des heures. Toutes les personnes ici qui ont le cheveu afro, ou même pas, savent que c'est des heures de travail, que c'est du temps, que mais que c'est un moment particulier, c'est un moment de sociabilité. Le temps d'embellissement, c'est aussi comme ça qu'on tisse du lien, en tout cas à l'époque, entre femmes. C'est un moment particulier. Et ça permet de sociabiliser, de créer vraiment des liens entre les gens et qui entraînent ensuite dans une vie commune de la solidarité, du soutien, etc. Donc c'est pas anodin. Et les colons, ils ont choisi de raser les hommes et les femmes pour faire disparaître leur identité, leur rang social et maintenir le contrôle et la dépendance de ces personnes. Donc ça vous rappelle peut-être une époque pas si lointaine de la Seconde Guerre mondiale, où c'est le même système qui est utilisé. On déshumanise la personne, on lui enlève tous ses accessoires, tout ce qui est sien, tout ce qui est sa culture, tout ce qui fait qu'il est différent de l'autre, tout en étant un autre. Il a juste un autre look. Donc, et en fait, ça, c'était le premier crime. Kidnapper ces gens et leur enlever leurs cheveux. Pour beaucoup de tribus, c'est considéré comme un crime indescriptible, tellement c'est violent, on ne peut pas décrire ce crime. Vous voyez un petit peu le rapport. Les mots, toujours, sont très, très, très importants. Donc déjà, on peut imaginer, après plus de 3 mois de voyage dans les cales, l'état des cheveux des esclaves. Alors, je vous dis, moi, ne pas m'occuper de mes cheveux pendant 2 jours, déjà, c'est beaucoup trop. Mais vous voyez comment on a dégradé l'estime de ces personnes, l'estime de soi qu'ils avaient, de leur corps, comment toute cette violence qui n'est pas juste physique, qui est aussi psychologique, qui va très très loin. Et effacer les esclaves, ils ne pouvaient plus parler leur langue, pratiquer leur danse et maintenir leurs cheveux dans le style de leur choix. Donc c'est comme ça que ces savoir-faire capillaires ont peu à peu disparu, on les retrouve aujourd'hui, etc. Mais tout ça a fait que c'est comme si on les avait mis à nu, qu'on avait tout épluché, tout enlevé. Et c'est en ça que cette aliénation capillaire est très profonde, en fait. Puis il y a aussi cette notion de couleur de peau, comme tu disais tout à l'heure, où tu avais l'impression que les sportifs noirs étaient éclaircis. Évidemment, les esclaves les plus clairs ou les esclaves métis, ils étaient vendus bien plus cher. Donc, selon la couleur de la peau de l'esclave, s'il avait la peau plus foncée, il était confiné au travail des champs, à tout ce qui était plus dur, en fait. Alors que les esclaves à la peau claire, ils pouvaient plus facilement servir de domestiques dans la maison. Ils avaient, comparativement aux autres, ils avaient de la meilleure nourriture, un meilleur logement, des vêtements plus décents. Donc, vous voyez aussi, c'est comme ça qu'on crée le clivage entre les gens aussi, par ce système de tri. Tu es plus foncé, donc tu as moins de valeur. Tes cheveux sont plus lisses, tu es plus clair, tu as plus de valeur. C'est comme ça qu'on devient fou, en fait. Donc, et puis, les esclaves, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de leurs cheveux du tout. Donc, dans les recherches que j'ai faites, grâce à des artistes aux États-Unis, on a des témoignages d'esclaves qui racontent qu'ils utilisaient de l'huile de cuisine, du beurre ou encore du kérosène pour un peu hydrater les cheveux, pour pouvoir travailler la texture, et que les seules brosses qu'ils avaient, c'était des brosses pour les moutons. Vous voyez comment c'est ? J'aurais dû en mettre une, mais c'est un truc tout plat avec plein de petites griffes qui, en fait, détruit complètement nos cheveux. C'est pas du tout adapté. Donc,
on sent bien l'objectif d'aliénation, c'est étouffer leur beauté, leur liberté et leur élégance. Et ça, c'est ce qui fait un peu partie de notre personnalité. Mais c'est en ça que l'aliénation capillaire a été du lavage de cerveau sur des générations et qu'inconsciemment ou consciemment, eh ben, on a transmis cette... comment dire ? Oui, on a transmis en fait cette manière de ne plus aimer nos cheveux, de ne plus aimer notre peau. Et c'est quelque chose qui est encore transmis aujourd'hui. J'ai rencontré récemment une personne qui m'a dit « J'ai tout rasé et je me suis défrisé les cheveux pendant 40 ans. » Et je lui ai dit « Mais pourquoi ?» Elle me dit « Mais parce que ma tante se défrise les cheveux, ma mère se défrise les cheveux. » Donc je suis rentrée dans ça. Et pour moi, c'était la norme en fait. Et que mon cheveu n'était pas beau, donc il fallait le défriser. Donc il y a encore du boulot, quoi. Si je peux me permettre de compléter, effectivement, puisqu'on m'a demandé aussi de compléter, de rebondir sur ce que tu disais, Hélène. Effectivement, il faut les anthropologues, les historiens ont montré depuis très longtemps, les sociologues, que le poil est la cible des institutions et qu'effectivement, il y a un contrôle du poil. Et comme tu l'as dit, c'est bien une imposition, une aliénation, même si moi, je n'utilise pas ce courant critique radical avec ces mots, même dit d'une manière, expliqué de manière plus douce, il reste une imposition terrible, avec des drames humains, des meurtres, des violences fondamentales. L'imposition, la tonte, c'est vraiment quelque chose qui permet qui dégrade immédiatement l'individu, le groupe social auquel il fait référence. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que le poil est ambivalent. C'est-à-dire qu'on réduit la personne, quand on voit les magnifiques coiffures, là, on réduit la personne en réduisant son poil visible, parce qu'il y a aussi tout un imaginaire, y compris en Occident d'ailleurs, un imaginaire. Le barbare, c'est celui qui a les cheveux longs. Mais ce qui est très intéressant, et l'ambivalence, elle est là, c'est que très souvent, les puissants avaient les cheveux longs. Et donc, il s'agissait d'avoir les cheveux longs, sur le mythe de Samson, justement, et de la puissance corporelle. Et donc, en réduisant le poil, on réduisait la puissance de cet individu et du groupe auquel on faisait référence. Donc, c'est bien une machine, et dans ce sens-là, Hélène a tout à fait raison, d'aliénation. On est vraiment sur une logique de destruction massive et frontale d'un groupe qu'on veut absolument s'accaparer, on pourrait dire ça, ou utiliser et mobiliser. Donc ça, c'est vraiment très important de voir que le poil n'est absolument pas anecdotique, c'est pas du tout un épiphénomène de l'histoire humaine, c'est un élément fondamental. Et alors, sans faire de ce qui n'est pas lieu ici, mais il y a la question aussi de l'animalité. C'est-à-dire que être poilu, garder ses poils, c'est aussi pour ça qu'on réduit l'apparence pileuse, parfois, c'est que ça peut faire référence à plus que le barbare, à la figure de l'animal en nous. Et c'est vrai que suivant les contextes socioculturels, l'animalité peut être très très mal vue, voire complètement niée. Et donc il y a aussi cette logique très importante de distinction des autres animaux en tant qu'être humain. Donc c'est une logique anthropologique fondamentale, en fait, de séparation entre nous et les autres, sachant que nous sommes bien sûr des animaux, mais c'est justement en termes d'acceptation, c'est assez difficile à comprendre. C'est compréhensible d'un point de vue scientifique, mais dans les relations humaines et sociales, c'est souvent très mal vu, en fait, de garder la nature sauvage. J'en profite pour remercier Christella qui est ici, qui fait une thèse justement sur la question du cheveu naturel et de la question de la diaspora, donc qui est ici. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'à travers cette revendication je mets beaucoup de guillemets, donc ne le prenez pas mal, de cette sauvagerie pileuse, du cheveu qui est au naturel, non défrisé, non rasé, il y a donc toute une fierté noire qui est revendiquée et que certaines associations et des groupes militants reprennent avec raison, puisque c'est justement par là qu'on les a démunis, qu'on les a dégradés. Merci. Alors, juste pour revenir un petit peu au présent un peu de votre projet, parce que vous nous avez expliqué comment ça s'inscrit vraiment dans un continuum historique et que l'histoire est
Et ce que tu as pu évoquer, Hélène, est très présent dans la manière dont tu as pu penser et construire ton projet photographique. Et j'aimerais qu'on puisse aborder vraiment l'outil du studio, en fait, du studio mobile, et de l'accès justement, on va dire, privatisé, réservé à ce studio. Qu'est-ce que tu as voulu dire justement en privatisant cet accès? Alors. Je parle très mal anglais, donc je ne vais pas dire avec le panneau color only, mais j'ai un très mauvais accent. Donc colored only. Voilà. C'est pas très difficile. Donc, non, c'est pas très difficile, mais j'ai un très, très mauvais accent. En fait, il y a juste une dernière chose avant de parler du studio. On dit, aux États-Unis, il y a cette expression « relaxed », ça veut dire défrisé. C'est égal à « black respectability ». Donc, en gros, c'est ça. Plus tu as le cheveu défrisé, plus tu es respectable. Plus c'est facile de trouver du travail. Plus c'est facile d'être accepté socialement, même pour aller à l'église où il n'y a que des noirs. Donc il faut remettre dans le contexte un petit peu, des fois, le vocabulaire. Après, l'idée du studio, c'est vraiment venu de... Bon, je suis plutôt photographe de studio, plutôt portraitiste dans mon travail personnel et dans les commandes presse, etc. Mais j'ai utilisé le studio comme le peintre à l'ancienne qui va faire le tableau de Louis XIV, un petit peu. C'est un espace qui est dédié pour ces personnes-là. Donc je me suis permis d'utiliser... vous voyez, en fait, ça c'était à Lille, je ne sais plus en quelle année, excusez-moi les copains de Lille. Donc j'installe un espace très spécifique avec quelques images, un endroit où c'est confortable, où les gens restent. En général, il y a un petit peu des bonbons, de la documentation, des livres, etc. Et j'écris clairement Studio Color Only. Mais je ne mets pas de barrière. Il y a juste l'espace du studio. Et en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est pour ce projet, en tout cas, c'est de créer le débat. Parce que je trouve qu'en France, le débat sur cette question-là et sur plein d'autres est quand même encore très compliqué. Ça fait 10 ans que je fais ce projet, donc et les choses ont changé, heureusement. Je me sens un peu moins seule. Mais l'idée, en fait, c'était de donner un espace exclusif aux Noirs. Voilà, tout simplement. Aux personnes qui ont le cheveu afro. Donc, de manière générale, j'installe le studio dans un événement, dans une boutique, dans un concert, dans un espèce de market où il y a des produits afro, des cheveux, des fringues, des défilés, etc. Et donc, moi, je suis au milieu de tout ça et les gens sont toujours un petit peu surpris. Et puis, quand ils voient un studio, ils veulent faire une photo. Et donc Stéphane, je vais te prendre en cobaye, hein, mais si tu viens, je vais te dire, voilà, tu vas vouloir faire une photo et je vais te répondre, désolé monsieur, mais vous n'avez pas le potentiel capillaire. Donc tu sais que je suis afrodescendant, comme toi. Bah, écoute, anthropologique et archéologique. Mais on est d'accord. Ben oui. Alors voilà, les réactions sont diverses. Ce qui est intéressant, c'est que cette phrase, vous n'avez pas le potentiel capillaire, est choisie sciemment, a été réfléchie. C'est pas juste la performance, c'est aussi ça, c'est construire un petit peu. La plupart des gens sont là. Hein, quoi ? Ils comprennent pas la phrase. Donc je répète et en fait, la plupart du temps, ils touchent leurs cheveux, ils me regardent, ils finissent par comprendre. Donc il y a des personnes qui me disent mais c'est raciste. Je dis ah ben oui, un petit peu, mais je leur dis bienvenue dans mon quotidien. Donc là, ils sont un petit peu gênés. Il y a des gens qui me disent ah, c'est la première fois que je suis racisée. Ah, c'est pas drôle. Oui, j'ai des réactions. Ça n'a jamais été filmé. Je pense qu'il va falloir que je le fasse. C'est parce que je pense que c'est intéressant aussi de comprendre les réactions. Il y a des gens qui sont assez émus, qui disent plus rien et qui demandent est-ce qu'on peut rester regarder. Et bien sûr, évidemment. Il y a des gens qui sont très en colère, qui m'insultent. J'ai déjà failli me faire frapper. On me traite de communautariste, de raciste, de ségrégationniste. Enfin, voilà. L'idée, c'est d'inverser la situation. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est que les gens restent dans l'espace, autour, regardent ce qui se passe, commentent et discutent, en fait, de cette question
ensemble, en fait. Et il y a aussi des Noirs qui ne veulent pas le faire, qui me disent que c'est raciste, donc ils ne veulent pas participer à ce projet. La performance, c'est un peu risqué, c'est un petit peu le jeu, mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'inviter les gens à se questionner. Moi, mon rôle en tant qu'artiste, c'est l'impertinence, c'est de parler de ma société, de mon époque. Et moi, j'aime bien mettre le doigt là où ça fait un petit peu mal, chatouiller un petit peu. Bon, c'est un petit peu provoque, je reconnais, je suis un petit peu punk sur les bords, hein, les gens me disent ça, mais en fait, c'est ma façon à moi de créer le dialogue, et ça marche plutôt bien, en fait. Le ton peut monter, et je trouve pas ça dérangeant, mais je crois que l'action première que nous devons faire, c'est parler. On a le droit de pas être d'accord, mais je crois qu'il faut en parler, comme tous les sujets qui dans notre société ont besoin d'avancer, et on sait que en plus la parole est très libératrice pour beaucoup de traumatismes, en fait. Merci. J'avais une autre question concernant la diffusion de ce projet et son accueil. Tu as pu me dire que du coup le projet a été présenté dans différents pays, aussi sur le continent, en Afrique. Ouais. Est-ce qu'il a été accueilli de la même manière en France par rapport à d'autres pays d'Europe? Première question. Et quel accueil de ce projet sur le continent? Alors en France, ça a été très long et très difficile, et ça l'est toujours, en fait. L'expo en 2021 ici chez vous, ce sera seulement la 3e. Sur 10 ans de travail, c'est quand même pas énorme, et malheureusement ça a souvent été dans l'espace public, en fait, que j'ai dû faire ces expositions, pas dans un cadre un petit peu de monographie, d'exposition photographique au sens où on le connaît. Ensuite, le projet, la première fois qu'il a été montré, c'était en Belgique, au musée des Beaux-Arts. Il est parti ensuite aux Pays-Bas, au Brésil, en Guyane, c'est la France, mais bon, c'est un petit peu une France particulière pour ceux qui connaissent. Au Mali, ce qui était très important pour moi puisque c'est le pays de mon père biologique. Je sais plus, au Sénégal. Attendez, j'ai un petit. En fait, derrière ma question, c'était plutôt par rapport à ce que tu avais évoqué, les réactions contrastées, différenciées, à savoir des gens qui pouvaient te dire effectivement le procédé est raciste, ou d'autres gens qui au contraire accueillaient plutôt positivement et étaient curieux de la démarche, ou des personnes afrodescendantes qui participaient volontiers au projet, etc. C'était plutôt, est-ce qu'il y avait des postures typiquement françaises, ou est-ce que les retours que tu as pu, qu'ils soient positifs ou négatifs, que tu as pu avoir en France, étaient identiques dans les autres pays européens ou dans les pays sur le continent africain, en fait? C'était plutôt ça le sens de ma question. Ouais, d'accord. En France, ça passe pas trop, je dois avouer. J'ai fait plein de demandes de financement, comme on le fait tous pour des recherches, pour des aides à la production, etc. C'était niet. Le sujet n'intéresse personne. J'ai eu des commissaires d'expo blancs comme noirs qui m'ont demandé de changer le titre du projet pour pouvoir l'exposer, ou qui l'ont carrément refusé, donc ça va loin. D'autres qui m'ont encore dit je vois pas l'intérêt de montrer des portraits de noirs, en fait. Vous voyez, quand on vous répond ça, c'est space, bon, ou alors c'est le travail qui est pas bon, mais alors il faut le dire, hein, c'est possible, hein, je peux l'entendre. Et étrangement, quand j'envoyais un dossier, que ce soit au Brésil ou aux Pays-Bas, dans la demi-heure, j'avais une réponse positive, une curiosité, j'avais pas besoin d'expliquer tout ce que je fais là ce soir, en fait. Les questions étaient déjà tellement prégnantes dans les autres espaces que j'avais pas besoin de justifier quoi que ce soit. C'était clair pour les gens, la performance, ensuite la performance d'accrocher souvent en extérieur, etc. Tout ça était très clair. Et puis au Mali, très 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 belle réaction, beaucoup de commentaires. Les hommes maliens étaient assez fascinés de voir des cheveux naturels
sur certaines photographies. C'est assez intéressant. Et puis à Saint-Louis, au Sénégal, ça a été un petit peu compliqué parce qu'on a collé sur les murs de la ville. Et alors là, tout a été déchiré en 1000 morceaux, des photos de 2 mètres par 2. Vous imaginez, moi, je sais pas combien ça fait, ça. C'est pas 2 mètres par 2, mais pour tout arracher du mur, sachant que là-bas, la colle à papier peint, j'en ai jamais trouvé, hein, qu'on a collé les images avec de la colle à bois et de l'eau et de la farine, donc c'est pas facile à enlever. Ça a été très très mal reçu, plus parce que c'était des photos de femmes libres, assumées, maquillées, avec en plus des dreadlocks. C'était un peu trop en fait. Voilà. Merci. Je ne sais pas, Stéphane, si vous voulez réagir par rapport à... J'ai toujours, pour faire un lien avec les collègues, Bertrand Lançon a proposé dans une vidéo qui est sur le site de la revue une hypothèse qui est intéressante, qui ne concerne pas le contemporain, parce que c'est un historien antique, et qui propose, c'est une hypothèse, hein, il fait donc le pari que les parures féminines seraient le pendant de la barbe masculine. Et donc ça, c'est intéressant par rapport à ce que tu dis, parce que c'est pas simplement la beauté noire qui est posée fièrement, c'est aussi le symbole que ça évoque de liberté, d'indépendance, voire plus. Et donc les puissants se font tirer le portrait. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ton travail, c'est que justement, tu proposes à des Noirs de se faire tirer le portrait. Et depuis que je te connais, ça fait très peu de temps, j'arrête pas d'avoir en tête, alors j'espère que ça va pas être mal interprété, mais le film Greystoke, où on voit, où il retrouve donc son château familial, où il y a les peintures de ses ancêtres. Et moi, tes photos me font penser à ça. Je me dis, d'ailleurs, je pensais que c'était Christella, là, sur la photo, j'en profite, j'ai mis du temps. Et donc, je me disais, c'est chouette, parce qu'en fait, se faire tirer le portrait, comme dit David Le Breton dans son bouquin que je vous conseille, en 92, réédité plusieurs fois, Des visages, il indique qu'il n'y a de visage que s'il y a un vis-à-vis entre égaux. C'est-à-dire que le portrait, c'était bien sûr ces portraits des ancêtres, des lords, etc., des sœurs, c'était des portraits de riches entre riches. Il n'y a que les riches qui regardaient les riches. Et là, du coup, tu nous proposes quelque chose pour des personnes sont les dégradé, plutôt lambda, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de star. Je ne reconnais pas de star. Donc, c'est des personnes lambda que tu mets en lumière comme si c'était des lords. Et je trouve ça très, très intéressant. C'est très inspiré de... Enfin, moi, j'ai fait les Beaux-Arts, donc la peinture académique. Moi, je pense que c'est le séjour à Bruxelles, à St. Lucar School, où tous les cours sont en flamand, donc je n'ai absolument rien compris pendant un certain temps. Mais par contre, je me suis régalée, je suis allée voir tous les musées et les tableaux sont assez incroyables. Et je pense que l'impact et puis de connaître le rapport de la Belgique avec le Congo, etc. Je pense que ça, sans savoir, c'était déjà... Ça m'a frappé, en fait. Et je me suis beaucoup replongée dans mes vieux carnets, justement. Et c'est l'idée d'avoir cette posture altière, cette posture royale, en fait. C'est aussi une manière de questionner toutes ces archives qui existent sur l'Afrique, sur la traite, etc., qui sont assez souvent, qui sont pas en possession des pays concernés, qui sont plutôt conservés en Angleterre, en France, au Maroc et ailleurs. Et du coup, ça pose question, en fait, du coup, sur cette aliénation, elle va jusqu'à toute cette généalogie, tout ça qui n'est plus, tous ces objets qui sont éparpillés dans le monde entier, quand on parle du Quai Branly, de la restitution et tout ça c'est quelque chose de très global, en fait, qui je pense, perturbe les équilibres. Et moi, mon objectif, c'est que ces gens se trouvent beaux, déjà eux-mêmes, qui repartent avec leur niveau de self-esteem remonté. Il faut savoir que j'ai souvent des gens qui m'envoient des messages. Alors j'ai dans mon téléphone, ils ont tous leurs petites photos, parce qu'il y a quand même presque 180 personnes dans le projet.
Et en fait, il y a des gens qui me racontent 3 ou 4 ou 5 ans après en disant je me suis fait agresser dans le bus par un mec et puis j'entendais ta voix dire chin up et en fait, pour une fois, j'ai réagi. Et en fait, pour une fois, le bus m'a soutenu et le chauffeur s'est arrêté à demander à la personne qui m'a agressé, moi, de descendre. Alors qu'en général, la personne descendait du bus et prenait le prochain pour pas se faire emmerder, excusez mon langage. Donc je me dis que si pour chaque personne qui découvre le projet ou qui participe au projet, parce qu'ils sont autant porteurs du message que moi en fait. Hein, je suis pas toute seule dans cette histoire. On est ensemble du coup, mais je me dis que c'est un petit caillou, quoi. Que c'est des gens qui vont ensuite transmettre ce message d'estime de soi et de s'accepter, et de pas se laisser faire et de prendre cette place auquel on a droit comme tout le monde en fait. C'est intéressant cette question des archives, je me permets, sans monopoliser la parole. Ça me fait penser à 2 ouvrages qui viennent de sortir ces derniers mois, voire ces derniers jours, aux presses universitaires de Rennes, qui n'ont pas du tout la même... mais ça me fait penser à ça, il y en a un sur les trophées humains. Donc là, on rentre directement dans le dur de ce que tu évoquais en termes d'aliénation. Là, on est plus que sur l'exploitation, on est sur le meurtre, avec ce qu'on ramène, ce qu'on photographie, hein, des trophées, des têtes, des chefs. Parce que c'est important, c'est la couper la tête d'un chef et de le montrer. Parce que couper la tête d'un sous-fifre, c'est pas intéressant. Donc, premier ouvrage extraordinaire sur les trophées humains aux presses universitaires de Rennes. Un deuxième que je viens de prendre, là, qui est sorti la semaine dernière, sur les sans-voix. Un très bel ouvrage sur les sans-voix. Donc, parce qu'on le sait en histoire, mais c'est vrai que quand on ne fait pas de recherche historique, peut-être que le citoyen ou la citoyenne n'a pas conscience. C'est évident une fois qu'on le dit. C'est-à-dire que les puissants produisent beaucoup plus d'archives que les non-puissants. Et donc la trace des impuissants historiques est souvent n'existe quasiment pas. Et donc c'est un peu en cela que je trouve que nos 2 démarches se rapprochent. C'est-à-dire que souvent je travaille auprès des plus marginaux, ceux qui n'ont pas la parole. Et par mon travail, j'essaye modestement de leur rendre la parole et je trouve que tu y réussis très très bien par tes photos. Merci. J'avais une petite... Juste par rapport à ce que tu disais sur le fait chin up, lever le menton, et ce que tu peux évoquer sur ce que les images produisent en fait aussi sur les personnes qui ont participé au projet. Et du coup, moi, ma question, c'est est-ce que justement pour toi, en tant que photographe, les images, les visuels que tu as pu produire dans ce projet ont une vertu thérapeutique ? Pour moi-même ? Pour toi, et peut-être de ce que tu as pu observer dans les modèles, en fait, les personnes qui... Ah, mais tout à fait. Il y a des personnes qui sont venues plusieurs fois, avec à chaque fois une coupe différente. Il y a des gens qui ne voient même pas, si je les mets à côté, que ce n'est pas la même personne, tellement ça transforme quelqu'un. Il y a cette personne dont je vous ai raconté le témoignage qui m'écrit des textos en disant « Voilà, je suis pas sortie du bus, quoi, j'ai gagné. » C'est pas mal de... Il y a des personnes qui en fait, j'ai créé un Instagram qui s'appelle Color Donny Project, qui est dédié au projet. J'ai pas de labo partenaire pour pouvoir imprimer tous ces portraits pour les distribuer. Ça va se faire, ça va venir. Mais je me suis dit, je peux pas faire ce projet et pas leur raconter, leur donner des nouvelles du projet. Donc j'ai créé cet Instagram où je mets les photos comme vous voyez au Brésil, où les gens qui sont sur les photos aussi m'envoient via Instagram leurs selfies devant leurs photos, enfin voilà. Et du coup, il y a un échange qui est quand même avec certains qui est très fort et qui sont devenus comme une famille, comme voilà, et qui me disent oh, mais tu m'as collé au Brésil, tu m'as exposé en Guyane. Ils sont cette fierté qu'ils ont de voir aussi leur portrait voyager et donner une énergie positive à d'autres. En fait, ça continue. Il y a aussi des personnes qui ont refusé la première fois, qui sont venues avec des amis
d'être pris en photo, puisqu'elles étaient soit avec un tissage ou une perruque, ou soit défrisées. Alors que moi, je ne prends pas parti. Chacun fait ce qu'il veut avec ses cheveux. Franchement, ça ne me regarde pas. Et si c'est du poison, ça c'est mon avis. Hein. Mais dans mon projet, je ne prends pas parti. Je veux que les gens qui viennent de tout leur cœur et avec la même envie et le même message que moi. Et donc cette personne n'a pas voulu faire la photo et est revenue 2 ans plus tard avec une mini afro toute neuve, toute belle. Voilà, ça a déclenché chez elle en fait une réflexion sur pourquoi est-ce qu'elle faisait ça, comment elle en était arrivée là. Et donc elle m'a raconté que justement elle se défrisait de mère en fille depuis des générations en fait, et que c'était comme ça. C'était pas parce que elle voulait ressembler. C'est quelque chose qui est transmis et des fois c'est très difficile. Aux États-Unis, il y a des personnes qui disent que ceux qui se défrisent sont addicts comme des alcooliques au défrisage. Bon, ça c'est quelque chose que j'ai pas trop creusé, mais voilà, c'est intéressant de voir comment de génération en génération on transmet des mots et une aliénation, mais aussi des pratiques. J'avais une autre petite question, toujours autour de la question des visuels et des images, et c'était aussi pour rebondir sur ce que disait Stéphane quand il a dit donner la parole aux sans-voix. Et ce qu'il trouvait intéressant, c'est que dans ton projet, tu ne photographiais pas des stars, des personnes célèbres. Et du coup, ça m'a rappelé quelque chose dont on avait échangé. Tu m'as dit que justement, tu voulais un peu bousculer les représentations parce que les personnes... Quand on parle des personnes noires en France de manière positive, c'est uniquement quand c'est des sportifs ou sportives ou des artistes, enfin des chanteurs, enfin des gens. Et je trouvais ça assez intéressant parce que moi, il me semble pas que c'est des personnes sans voix. Ton projet, à mon sens, parle surtout de visibilité, d'invisibilité en fait. Ces personnes-là existent, elles sont là, mais ce projet vient raconter ça en fait. À mon sens. Ah aussi. Oui, mais je le dis même pas tellement c'est évident en fait, mais c'est vrai que c'est. Je pense que si si on prend pas cette place-là, on va pas nous la donner. On a bien compris, je pense. Donc ce passage par le studio où on se retrouve un peu pimpé, un peu voilà, on se voit, où on se redécouvre peut-être, où on fait cette espèce de traverser le studio performance, je pense il y en a que ça chamboule un petit peu. Moi, je suis très, très émue et très épuisée à chaque fois que je fais des séances de photos. En général, j'ouvre le studio et je ne m'arrête pas jusqu'à que on dise on ferme, quoi. Donc c'est une cigarette, un verre d'eau et une fois aux toilettes pendant 8 heures, s'il faut, parce que les gens attendent, ils ont vraiment envie. Et donc c'est assez impressionnant de se dire que une démarche au départ individuelle, des questions personnelles, et puis ensuite d'inviter les gens à participer. Donc je sais plus ce que c'était ta question, j'ai un peu digressé, mais la question c'était la question des représentations en fait que tu m'avais dit quand on avait échangé ensemble. Que pour toi, quand on représentait ou quand on parlait positivement de personnes noires aujourd'hui en France, c'est uniquement quand elles... Je pense que tu m'as pris l'exemple du foot d'ailleurs, de la Coupe du Monde, il me semble, dans mon souvenir. Oui. Bon, déjà parce qu'ils se font un plaisir de se coiffer. Moi, ça me fait marrer, je trouve ça assez drôle et je trouve que c'est aussi un petit clin d'œil à tout ça. Hein, mais... oui, vous avez regardé la cérémonie des Césars. Vous avez bien vu que Aïssa Maïga s'est retrouvée seule au monde à parler de tout ça, qu'il y avait un silence, c'est-à-dire un blanc dans la salle, quoi. Moi, ça m'a choquée, en fait. Je me suis dit, les gens vont rire, vont réagir par rapport aux horreurs de Roman Polanski, et quand elle parle de la situation des Noirs dans le milieu du cinéma, où ils sont 12 dans la salle, et ouais, ça fait bizarre en fait. On se dit en fait il y a une échelle de rapport et d'importance encore qui est là. C'est pareil dans le milieu, sur la scène artistique. Moi j'ai la chance de pouvoir voyager et faire des projets en Afrique et de rencontrer plein de plasticiens, plein d'artistes incroyables avec voilà beaucoup de talent et
Et en fait, on est encore dans une catégorie. Là, on va faire la foire, si on nous le permet, qui s'appelle ACA, Also Known as African, qui a lieu tous les ans en même temps que Paris Photo, qui est une foire d'art contemporain africain, qui est seulement en France. Il y en a une autre qui s'appelle 154 pour les 50 pays d'Afrique, qui se passe au Maroc, en Angleterre, aux États-Unis, et qui a ouvert la porte en fait sur le marché de l'art aux plasticiens africains et afrodescendants. Mais quand on regarde la place qu'il y a en France, eh ben c'est encore très difficile. En fait, moi j'ai une étiquette, la photographe noire, quoi, voilà, mes collègues photographes blancs, pour eux, ben ils connaissent que moi, à part ceux qui vivent à l'étranger. Donc la représentation, c'est pareil dans la danse. Je travaille sur un projet qui s'appelle Peau Bleue avec la compagnie Opposito, c'est du théâtre de rue. J'ai été approchée par le metteur en scène parce qu'il m'a entendu parler, comme je le fais ce soir avec vous, de la place des Noirs en France et de la question noire en France. Et donc voilà, je les accompagne sur toute la réflexion, sur la documentation, les lectures, etc. Mais aussi, je fais aussi leurs photos. Et en fait, c'est très intéressant. Nous sommes partis en résidence de création. Et le lieu qui nous a accueillis a quand même posé 3 fois la question, mais pourquoi un casting où il n'y a que des Noirs ? Moi, j'ai failli répondre pourquoi ça fait trop d'un coup. Mais en fait, quand on regarde le spectacle vivant, eh bien, on peut les compter aussi, c'est pareil. Donc, moi, j'aimerais juste qu'il y ait un peu plus de fluidité, un peu plus de profils différents, et ça n'en sera que plus riche, en fait. Ça ne sera que plus intéressant. Et que chacun puisse, quel que soit le milieu qui l'intéresse ou le milieu d'où il vient, on sait très bien que si on n'a pas en face de soi quelqu'un qui nous ressemble un peu, c'est encore plus difficile de se projeter dans certains secteurs, dans certains métiers, etc. Enfin, voilà, ça fait partie des petites choses qui sont connexes en fait au projet. Sans vouloir désenchanter le monde, mais c'est un peu le travail du sociologue. Mais en sociologie du sport, par exemple, mes collègues américains ou non ont montré que la médiatisation des minorités mélaniques, notamment en NBA, eh bien, était très contre-productive pour les premiers concernés. Alors, pas pour les joueurs de l'NBA, parce qu'ils sont riches à millions, mais en termes de... ils appellent ça comme ça, je ne connais pas l'expression en anglais, mais miroir aux alouettes. C'est-à-dire que si des sportifs de haut niveau non blancs sont sous les feux médiatiques, ils permettent, comme tu le dis très bien, de s'identifier. Donc ça devient des modèles. Le souci, c'est quand ce modèle devient exclusif et quand les Afro-Américains, les collégiens, les lycéens, les équivalents des collégiens et des lycéens ne pensent que sport de haut niveau. Et là, c'est un drame, puisqu'ils abandonnent leur formation scolaire en pensant arriver au haut niveau. Et ils n'arrivent bien sûr pas au haut niveau, parce que le haut niveau est très sélectif. Donc ça c'est l'effet pervers de la surmédiatisation. Et pour rebondir sur le football, à part quelques joueurs qui tirent leur épingle du jeu, je pense à Pogba ou Djibril Cissé il y a quelques années, n'empêche que et donc ils sont effectivement très valorisés, y compris par leur chevelure, etc., et leur tenue, parce qu'il y a des tenues remarquables aussi, hein, c'est-à-dire qu'ils viennent se faire photographier avec des superbes tenues, quoi. Mais dès qu'ils glissent, les médias sont les premiers à les descendre en flèche. Et donc, il y a quand même des exemples terribles je pense à Loco ou à d'autres, Evra, qui, dès qu'ils ont fait un faux pas, se sont retrouvés dans les limbes et sur les bancs de touche, très clairement, et exclus, en fait, du très haut niveau. Ils ont perdu énormément à être exposés. Donc, c'est pas pour dire qu'il faut pas les exposer. Juste dire que la médiatisation, la surexposition est aussi un risque donc dangereux potentiellement. Mais la médiatisation, comme tu dis, s'il y avait plus de mélange et de possibilités, ça serait pas une médiatisation pareille en fait. S'il y avait des profils, tout type de profils dans tous les corps de métiers différents, etc., ça serait même pas une question, on n'en parlerait même pas. Tu vois, c'est ça le truc. Donc c'est vrai qu'en effet. Il y a quand même aussi le mythe du corps noir très fort et très sportif. C'est souvent comme ça qu'on nous
Voilà, c'est le corps sauvage, quoi, tu vois, un peu. C'était assez terrible. On a peut-être presque des fois que cette porte de sortie aux États-Unis, en tout cas, c'en est une, et du coup, il s'y engouffre, alors qu'il y a plein d'autres possibilités. En France, par exemple, on l'a vu, il y a eu des enquêtes qui ont travaillé sur les sprinteurs français, donc équipe de France, où il y a une guerre entre les dom-tom, entre guillemets, hein, et puis les Français, avec de souches blancs, avec des grosses guillemets. Et donc, l'objectif ça a été rapporté dans une enquête, l'objectif d'un des meilleurs sprinteurs français, noir de peau, c'était d'être premier devant les blancs, devant les oreilles, devant les... Donc là, on voit qu'il y a la place est chère, et que ça produit des violences aussi. Donc il y a des violences subies et il y a des violences reproduites. Et comme tu viens de le dire, pour avoir enfin une place au soleil, le coût humain est faramineux en fait. Et donc le nombre de personnes qui sont désillusionnées, déçues, qui n'y arrivent pas est colossal. Dans les centres de formation, par exemple de football, bon, je ne devrais pas dire ce mot parce que il n'est pas adapté, mais il reste un quart d'heure. C'est juste pour pas. C'est une hécatombe entre l'espoir et la réalité. Merci. Du coup, on va parler des mots parce que j'aimerais t'entendre sur justement cette question de l'usage des mots, de la langue. Tu m'as dit que c'était un peu complexe pour toi de parler de ton projet en français, parce que tout le travail de recherche préalable que tu as pu mener, toutes les sources, je ne sais pas, iconographiques, bibliographiques, historiques, étaient en anglais, et il y a beaucoup de choses que tu ne trouvais pas en français. Et ma question, c'était qu'est-ce que cela, pour toi, signifie de ne pas pouvoir nommer et dire les choses en français? Alors, c'est pas que je peux pas nommer ou dire en français, c'est que en fait, la langue française est magnifique, mais des fois, elle trouble un petit peu le sens de ce que de ma pensée, en fait. La construction du vocabulaire français, c'est quelque chose qui on peut jouer sur les mots. Alors qu'en anglais, en fait, des choses se disent plus clairement, et je trouve que c'est plus explicite, justement, en anglais. Et après, effectivement, j'ai passé beaucoup d'années à n'avoir que des sources en anglais. C'était beaucoup plus simple à avoir, entre les films, tous les bouquins, tous les documentaires, etc. Bien heureusement, aujourd'hui, c'est plus le cas. On a plein d'écrivains qui ont enfin de la place, dont Leonora Miano, par exemple, qui quand même pose des questions assez extraordinaires sur tout ça, sur le corps des hommes noirs, d'ailleurs. C'est passionnant, en fait. Donc moi, j'explique mieux mon projet en anglais. C'est comme ça. Voilà. Et puis parce que j'ai aussi beaucoup échangé avec d'autres personnes dans les universités américaines. Voilà, c'était par Skype. Voilà, d'autres artistes qui ont fait des recherches au Smithsonian Museum, des choses comme ça qui ont fait que mes carnets sont écrits en anglais, effectivement. Donc là, j'ai dû faire un long travail de traduction et d'essayer d'être clair dans ma propre langue. C'est quand même bizarre, mais voilà. Et on vous a distribué des petits post-it. Je sais pas si vous les avez remplis. On vous a expliqué ce qu'il fallait faire ou pas? Alors en fait, j'aimerais bien pour ma collection personnelle, je sais que ça peut paraître étrange, mais que vous écriviez un mot raciste par lequel on vous a nommé, ou un mot raciste que vous avez, malheureusement employé. Voilà. C'est quelque chose que je fais aussi quand je fais le studio. Des fois, j'ai pas le temps parce que j'ai pas d'assistant pour m'aider, mais en fait, voilà, je collectionne un petit peu tous ces mots. Il y a un panier rouge à la sortie, donc voilà. Ça m'intéresse en fait de garder des traces aussi de cet échange-là. Ces mots-là, peut-être qu'en public, vous n'oseriez pas les dire ou avouer qu'on vous a nommé comme ça. Mais moi, ça m'intéresse. Voilà, peut-être que vous serez un jour exposé à votre petit post-it avec les images, j'en sais rien. Je sais pas. Voilà. Donc, si vous avez envie de le faire, merci d'avance.
Je vais vous donner une petite liste que j'ai récoltée auprès d'autres personnes ou dans des bouquins ou dans des témoignages. Donc il y en a qui sont pas très drôles, comme black, blackos, blacky, brûlé, brun, bronzé, bruni, blanche-neige. Moi, on m'a appelé souvent comme ça. Bon, ok. Il y a des insultes comme ça qui sont étranges. Cirage, vous voyez, il y a quelques mots qui défilent. Mal blanchi, Mamadou. Alors, pour certains blancs, on s'appelle tous Mamadou. C'est assez étrange. On est tous dans le même sac, en fait. C'est comme si on était un noir unique avec tout le monde à l'intérieur. Voilà, traité de macaque, c'est quand même pas facile à entendre. Puis je vais écourter un peu. Un qui m'a beaucoup choqué, c'est espèce de Kinder Bueno. Ok. Je pensais que c'était une blague, mais pas du tout. C'est une vraie insulte. Ou encore tête de granola. Bon, voilà. Donc vous en avez certainement vous aussi une collection personnelle. Donc partagez-la moi. Merci. Merci. Alors, je regarde le temps, on est bien. Je propose de donner la parole à la salle, sauf si Hélène, Non, je voudrais ajouter quelques trucs. Ouais. Rapidement. Je voulais revenir sur cette idée de représentation. Annie-Paul Derzhansky, elle écrit dans l'Humanité en 2005 « Il existe une France multiculturelle aimée quand elle met en avant ses gagnants au service de la France, mais que quand les blacks et les beurs deviennent perdants, la France ne les reconnaît plus comme ses enfants. L'acceptation de la diversité découle donc de l'excellence. » Donc on revient à ce que tu disais sur le sport et sur un petit peu les recherches que tu fais toi aussi, où toujours, vous voyez, cette expression black, blanc, beurre, moi, elle m'a toujours vachement dérangée parce que le seul mot français, c'est blanc. Et en fait, je me suis demandé, je me suis posé la même question que cette journaliste, en fait. Pourquoi, en fait, c'est toujours difficile d'utiliser le mot noir? Je trouve que ça progresse. Je fais beaucoup de pédagogie là-dessus. Je suis pas la seule. Mais les mots, c'est fort, c'est important. Je vous recommande d'ailleurs un excellent livre qui s'appelle Maudits mots de Marie Treps, qui est un dictionnaire de la construction des mots racistes. C'est hallucinant. Il y en a pour tout le monde, hein. Les Auvergnats, les Nyakwe, comme mes sœurs se sont fait appeler puisqu'elles sont coréennes, bol de riz, etc. Et ça montre. Voilà, c'est assez intéressant, ça questionne beaucoup l'humanité. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de créer ces mots-là? Juste pour agir par rapport à cette citation que je trouve assez intéressante et qui rejoint la conversation que vous avez eue ensemble plus sur les sportifs, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est sur la notion d'excellence, en fait. Les Français perçus comme étant étrangers ou d'origine étrangère du fait qu'ils ne ressemblent pas dans l'imaginaire à ce que serait le prototype du français type, parce qu'il serait noir ou arabe ou asiatique, n'ont droit qu'à l'excellence, en fait. Et je pense, et ça, moi du coup ça résonne avec le fait de lever le menton, et c'est-à-dire qu'à un moment donné, beaucoup de personnes descendant des immigrations post-coloniales ont aussi intériorisé cela, c'est-à-dire d'être excellent, quand on travaille un peu sur ces questions-là et qu'on écoute des personnes qui sont traversées dans leur parcours par les questions de racisme et de discrimination liées à leur origine réelle ou supposée, ce qu'elles disent toutes, ce qu'elles ont en commun, quelle que soit, on va dire, leur origine ou leur couleur de peau, toutes, si vous prenez le temps de les écouter, disent on doit être meilleur, on doit être excellent, on doit en faire plus, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans le milieu universitaire. Et du coup, je trouve que ça résonne vraiment avec cette phrase, et je trouve que c'est vraiment quelque chose à... Voilà, ce qui se passe à un niveau... ce que tu évoques pour des sportifs, donc on va le voir et on va se dire effectivement, un sportif qui fait un faux pas, s'il est noir, on va retenir que son faux pas. Mais dans le quotidien des personnes, c'est aussi effectivement très très prégnant.
Et pour moi, lever le menton, c'est aussi se dire à un moment donné, on a le droit aussi d'être médiocre en fait. On a le droit de ne pas réussir, c'est pas grave en fait. Ça fait partie aussi de, voilà, à un moment donné, il faut peut-être relâcher la pression. Et je trouve que ton travail aussi, il dit ça, c'est-à-dire que l'estime de soi, elle se construit dans la relation à l'autre, à l'altérité. Mais après tout, prendre sa place, c'est aussi se dire, si on nous la donne pas, c'est pas grave en fait. Il y a des artistes, il y a des écrivains, et même si on les voit pas, nous on sait. Nous, on sait, en fait. Et il y a un peu de ça dans ce travail sur l'estime de soi. C'est que, bien sûr, le regard de l'autre est important, mais après tout, c'est peut-être un travail avant tout sur nous-mêmes. Je sais pas. En tout cas, moi, je l'ai vu comme ça. Alors, peut-être avec un regard très ça plus commence par psycho, ça. Mais ça commence par ça, mais en même temps, quand systématiquement tu es refusé parce que tu n'as pas de travail, parce que... je vais prendre un exemple tout simple. Le mien, je n'ai jamais pu louer un appartement moi-même. Jamais. Je vais avoir 43 ans quand même. C'est quand même hallucinant. Donc en fait, à chaque fois que j'avais besoin de louer un appartement, je prenais rendez-vous. On me faisait le coup de « Ah non, c'est déjà pris, désolé ». Ma mère, qui est blanche, réservée pour un rendez-vous 1 heure après, elle signait tous les papiers, remplissait les chèques de caution et disait « Ma fille arrive ». Et je vous dis pas la tête de l'agent immobilier quand il me voyait revenir. Ça s'est reproduit au moins 5 fois comme ça, tout au long de mes études. C'est violent en fait. Et l'agent immobilier, je pense pas que c'est foncièrement son choix. Il me dit certains propriétaires ont une liste. Pas de musiciens, pas d'artistes, pas de rastaman, pas de noirs, pas d'animaux, et j'en passe. Vous voyez, donc ça va hyper loin, quoi. Et ça, c'est le quotidien. C'est le quotidien voilà, il y a 2 semaines, j'avais fait des tresses argentées, violettes. On s'amuse, hein, on en profite. On peut faire ce qu'on veut, donc allons-y, quoi. Je me faisais dévisager de la tête aux pieds, mais c'était pas gentil. Mais vraiment, c'était pas un regard... c'est fun, ou c'est original, ou ça sort du lot. Non, c'était assez violent. Et en fait, il y a une personne qui est arrivée, j'étais encore à Gare de Lyon parce que je suis tout le temps dans le train, qui s'est approchée de moi et m'a dit « Les regardez pas tous ces gens, moi je trouve que vous êtes trop belle ». Voilà, il suffit d'une personne des fois pour faire basculer une situation, pour se dire « Vas-y, ne te décourage pas, en fait, tu vas faire ce que tu fais, tu vas être toi, et si les autres ne l'acceptent pas, c'est leur problème. C'est vraiment leur problème. » Après, il faut aussi comprendre que on est devenu noir parce que on a été colonisé, que c'est une construction socio-historique. Donc c'est pas du tout noir, blanc, jaune, on s'en fout en fait. C'est l'histoire et la démarche de coloniser qui a fait que c'est devenu stigmatisant pour nous en fait. Merci. Je propose qu'on donne la parole au public. Merci d'abord. Merci à tous les trois. Je crois qu'à partir des clichés, on aura pu soulever un certain nombre de questions, de questionnements. Et puis maintenant, il faudra que tout cela fasse aussi son cheminement au sein de chacun d'entre nous pour faire avancer les choses. Donc, on va clore la retransmission. Donc, merci pour cette conférence. Et puis, on va pouvoir passer à un temps d'échange, mais cette fois hors caméra. Voilà. Merci. Merci.